Le Burkina Faso décrète un deuil national de 112 heures après l'attaque djihadiste de Ouagadougou, une attaque fermement condamnée par le président français François Hollande. Pascal Irénée Koupaki, officiellement candidat à la présidentielle du 28 février 2016 au Bénin, l'ancien ministre a fait sa déclaration officielle ce samedi à Cotonou. Enfin, nous irons aux États-Unis à la découverte d'une ville créée de toutes pièces pour tester les voitures du futur. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par le Burkina Faso. Le bilan de l'attaque djihadiste qui a visé un hôtel et un restaurant de Ouagadougou, la capitale, est revu à la hausse. On parle maintenant d'au moins 26 morts selon un bilan officiel encore provisoire donné ce samedi après-midi par le ministre de la Communication Rémi Dondinou. Les victimes sont de 18 nationalités différentes. Du côté des assaillants, au moins 4 djihadistes dont 2 femmes auraient été tuées au cours de l'assaut des forces de l'ordre. Assaut dont la fin a été annoncée en fin de matinée après une douzaine d'heures d'opération. Le président burkinabé Marc Christian Kaboré a appelé le peuple burkinabé au courage et à la vigilance. Un deuil national de 112 heures sera observé à partir de demain dimanche à la mémoire des victimes. Par ailleurs, nous apprenons que 2 Australiens, un médecin et sa femme, ont été enlevés vendredi matin à Baraboulé, dans le nord du Burkina, une région frontalière au Niger et au Mali. Évidemment, les réactions fusent de partout pour dénoncer cette attaque meurtrière de Ouagadougou. Le président François Hollande a par exemple réagi sur le sujet. Voici un extrait de ses propos. Cette nuit, au Burkina Faso, pays qui est lié à la région autrefois Limousin, à Ouagadougou, dans cette capitale de l'Afrique de l'Ouest, des terroristes ont assassiné lâchement 27 personnes, dont 7 femmes, un enfant. Et ces terroristes voulaient une fois encore créer l'horreur. Ils sont allés dans plusieurs établissements, hôtels et restaurants, et il a fallu que les forces armées du Burkina Faso, appuyées par les forces spéciales françaises, et je veux ici saluer leur courage, il a fallu que ces éléments militaires puissent intervenir pour libérer 120 otages, qui sans doute auraient connu un sort cruel. Voilà donc 126 personnes, dont 33 blessés, ont été libérées au cours de l'assaut des forces de l'ordre au Burkina Faso, selon bien sûr le ministre de l'Intérieur, Simon Compaoré. Parmi les rescapés figure le ministre du Travail, Clément Sawadogo, présent à l'hôtel Splendide au moment de l'attaque, de même que Yannick Sawadogo, un autre ressortissant burkinabé qui a bien voulu relater à la presse ce qu'il a vécu. C'est horrible parce que tout le monde était paniqué et les gens étaient couchés et il y avait du sang partout. Et ils tiraient sur les gens à bout portant. Et la détonation, le bruit était trop fort. Au fait, c'est traumatisant. Honnêtement, c'est traumatisant. Et ce sont des gens, je pense, qui sont vraiment méchants. On les entendait parler. Et ils marchaient autour des gens qui étaient autour de nous et ils tiraient encore sur des personnes qui n'étaient pas mortes. Et quand ils sont sortis, ils ont mis le feu au Cappuccino. Et le feu, la fumée a commencé à m'étouffer d'autres personnes et les survivants. Et chacun a commencé à se diriger vers la porte. C'est en ce moment que j'ai regardé au dehors, j'ai vu que je ne voyais personne. Et moi, je suis sorti à travers la fenêtre qui était cassé. Revenons maintenant sur le film de cette attaque de Ouagadougou avec notre correspondant Claude Ramba. Aux environs de 19h30 ce vendredi 15 janvier, des détonations et des tirs nourris de Kalachnikov ont retenti en plein centre-ville de Ouagadougou. Le restaurant Cappuccino, situé sur l'avenue Kwame Nkrumah, a été pris pour cible par plusieurs hommes armés et cagoulés.
Ils ont ouvert le feu dans ce restaurant chic de Ouagadougou, fréquenté pour la plupart par les Européens. Le bilan est lourd, des blessés et plus d'une vingtaine de morts. Les assaillants se sont ensuite repliés sur un hôtel juste à côté du Cappuccino. L'hôtel Splendide est également fréquenté par les expatriés. Une prise d'otage est alors en cours. L'armée burkinabé, avec l'appui des forces spéciales françaises et américaines, ont lancé l'assaut vers 2 h du matin pour déloger les assaillants. Parmi les assaillants, il y a une femme noire, et avec un jeune noir qui a des dreadlocks sur la tête, et qu'il y avait des jeunes blancs, des jeunes arabes. Et quand ils sont rentrés à Capucino, qui disaient Allah Akbar, Allah Akbar. C'est un employé de Capucino qui était parmi les blessés, qui a témoigné comme ça, qui disait Allah Akbar, que c'était des jeunes, des enfants. Ils sont après 5 ou 7 comme ça, voilà, qui sont des arabes. Et qu'il y avait des noirs parmi les assaillants. C'est pour la première fois que le Burkina Faso fait face à une telle attaque djihadiste en plein cœur de la capitale. L'attaque, il faut le rappeler, a été revendiquée selon plusieurs médias par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans sa partie Al-Mourabitoun. Un peu plus tôt ce vendredi, un communiqué de l'armée burkinabé a indiqué qu'une attaque contre un convoi de gendarmerie avait fait 2 morts dans l'après-midi aux environs de 14 h dans le nord du pays, à la frontière avec le Mali. C'est officiel, l'ancien Premier ministre béninois Pascal Irénée Koupaki est candidat à l'élection présidentielle du 28 février prochain. Après l'étape du dépôt de candidature, il a fait sa déclaration officielle ce samedi même devant ses militants, sympathisants et amis. C'était au Palais des Sports du stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Et voici le compte-rendu de la cérémonie. Le courage, la foi et l'abnégation ont conduit cet homme au destin exceptionnel à faire cet ultime geste pour le bonheur de ses militants. Longtemps attendu, le oui officiel de Pascal Irénée Koupaki sonne comme un soulagement, tant les défis de développement, de gouvernance, bref, de rupture sont grands et appellent à l'expertise. Je pense que le moment est venu de relever ce défi, ce grand et noble défi. Ainsi, j'ai décidé de prendre toute ma part de responsabilité en acceptant, en communion avec vous, d'être candidat à l'élection présidentielle 2016. Cette marée jaune est venue partager la vision de cet homme. Hommes, femmes, jeunes et sages, tous sont venus de tous les coins du pays pour soutenir le promoteur de la nouvelle conscience, résolument engagé pour une cause nationale. Je ne serai l'homme d'aucun clan privilégié, d'aucune région spécifique, d'aucune croyance particulière. Si le peuple béninois m'accorde sa confiance, je placerai mon mandat sous le signe de l'amour et de la fraternité. L'amour pour notre République, l'amour pour le prochain, l'amour pour le travail productif. C'est debout et dans l'amour fraternel qu'ensemble nous ferons gagner le Bénin d'abord. Fédérons nos énergies, mutualisons nos intelligences pour un Bénin rayonnant. Les partis amis, les femmes, les jeunes ont épousé la vision et l'ont exprimée au cours de la cérémonie. Rendez-vous est pris pour le 28 février pour faire triompher le CFA. Entendez, courage, foi et abnégation. Toujours au Bénin, le candidat Sébastien Germain Diavon peut désormais compter sur le soutien des fils et filles de la commune d'Adjara. Réunis au sein du parti FNDD, ces derniers ont, à travers un meeting organisé jeudi dernier, porté leur choix sur cet opérateur économique. Les détails. Par ce géant meeting, les militantes et militants du parti Les Forces Nouvelles pour un Développement Durable, FNDD Rironwa, désormais présidé par Joseph Midodiro, alias Oloye, ont décidé de faire la politique autrement en privilégiant leur commune qu'est Adjara. Ceci en partenariat avec toute personne qui épouse les mêmes idées qu'eux.
Ainsi, les FNDD-Rironwa, dont l'un des objectifs est d'œuvrer pour le développement de la commune d'Adjara, ont porté leur choix sur le candidat Sébastien Germain Adjavon. La question épineuse et cruciale qui taraude les esprits en cette période de pré-campagne électorale. Qui est le candidat des FNDD-Rironwa? À cette question fondamentale et déterminante pour l'avenir de notre chère commune, les FNDD ont mené plusieurs investigations à leur niveau. Ce candidat, mesdames et messieurs, est bel et bien Sébastien Germain Adjavon. Un choix qui fait l'unanimité au sein des populations. Nous, femmes, sommes partie prenante de ce peuple et disons ici et à la face du monde que Adjavon Sébastien Germain est le candidat idéal pour résorber le chômage des jeunes et la précarité des femmes afin d'apporter la paix et la joie dans les foyers. Nous, artisans d'Adjara, approuvons cette décision et acceptons de mouiller les maillots afin que les victoires soient de notre côté. Sébastien Germain Adjavon est un envoyé de Dieu, un homme digne. En lui déclarant leur soutien, les populations d'Adjara espèrent que le candidat Sébastien Germain Adjavon fera le bonheur de leur commune une fois qu'il sera porté à la Marina. Direction maintenant les États-Unis pour visiter une ville nichée à l'abri des regards et cachée derrière des immeubles du campus de l'Université de Michigan. Une ville créée de toutes pièces pour tester les voitures du futur. C'est ici qu'on teste les voitures du futur. La ville artificielle de MCT dans le Michigan permet aux constructeurs de tester les derniers modèles de voitures sans conducteur. Autoroute à 4 voies, rond-point, voies de chemin de fer. Tout est fait pour imiter au plus près les conditions réelles de circulation. Ici, on teste des scénarios difficiles en toute sécurité. Quand vous cherchez à tester si oui ou non votre système va détecter un piéton ou un cycliste, vous ne voulez pas mettre en danger de vraies personnes et vous ne pouvez pas le faire de façon répétée. Ford fait partie des entreprises qui utilisent MCT pour tester leurs voitures. Ici, par temps de neige. Une météo particulièrement délicate pour les capteurs laser, essentiels aux voitures pour recréer en images leur environnement. Notre voiture ne se contente pas de sonder la surface de la route pour se repérer. Nous construisons par avance une carte en 3D de l'environnement et si en repassant la surface est illisible, nos algorithmes utilisent les repères au-dessus du sol afin de savoir où nous sommes. MCT permet aux constructeurs automobiles de tester leurs voitures jour et nuit dans différents scénarios, avec un exercice particulièrement redouté, le rond-point. L'un des passages difficiles de MCT, c'est le rond-point. Aux États-Unis, ils ne sont pas si fréquents. Ils commencent à voir le jour, mais honnêtement, les Américains ne savent pas vraiment les aborder. Et ils sont également très compliqués à négocier pour les voitures autonomes. Une douzaine de constructeurs utilisent aujourd'hui les 13 hectares de MCT, mais selon certains experts, il faudra encore une vingtaine d'années pour que le grand public puisse s'offrir des voitures autonomes. Ainsi se referme cette édition, mais l'information continue sur SICA. Restez donc en notre compagnie. Au revoir.